J'ai toujours tenu ce journal avec régularité, inscrivant presque jour par jour sur un cahier les observations dont je croyais devoir conserver le souvenir, sans me préoccuper de l'insignifiance des dates et des faits et de la manière dont elles étaient rédigées. C'était pour moi que je le faisais. L'essentiel était de persévérer et de conserver. Si je le transcris à nouveau, c'est pour réunir les nombreux cahiers dont ce journal se compose. Cahiers devenus malpropres, déchirés et effacés dans bien des pages, par suite des nombreux voyages et déplacements qu'ils ont été contraints de subir. Si mon fils parcourt un jour ce journal, il se convaincra que je n'ai manqué ni de constance dans ma résolution de le tenir, ni de patience pour le remettre au net, travail bien laborieux et fastidieux pour un homme âgé et peu habile à écrire. Les opinions royalistes de ma mère l'empêchèrent de m'envoyer à l'école parce qu'on y enseignait les droits de l'homme. De sorte qu'à l'âge de 17 ans, j'écrivais fort mal et je n'avais aucune notion de grammaire. En 1799, j'allais atteindre ma 18e année lorsque les Autrichiens qui assiégeaient la ville de Gênes menacèrent de pénétrer en France. Donc là, on a à la fois les positions des Français au commencement et aussi... Donc on était là. Absolument. Ouais. Et les positions de l'ennemi, c'est tous les monts et mamelons, ainsi que là. Là, on voit aussi tout le tissu urbain qui est accolé à la rivière et qui rend compte... Au cri de « La patrie en danger », plusieurs de mes camarades se rendirent comme volontaires à l'armée. Je déclarai à ma mère que je voulais les suivre. Il doit être là aussi. Un qui serait intéressant à retrouver, c'est... Mis à part mon arrière-grand-père, ça serait... Je trouve pas. Deux amis de ma mère, s'apercevant qu'elle combattait en vain ma résolution, m'engagèrent à partir à la place d'un jeune homme de Montlouis, en échange d'une pension qu'ils verseraient à ma mère pendant mon absence. Bah, c'est nous, ça. C'est le premier grenadier. Alors, qui sont ces hommes? Au départ, ce sont les troupes d'Ancien Régime. Ce sont des soldats engagés. Ce sont des professionnels. Et puis, avec la Révolution, va se lever des volontaires, des bataillons de volontaires, qui, au fur et à mesure des campagnes, vont être de plus en plus nombreux. Et en 1793, on va fusionner deux bataillons de volontaires avec un bataillon de troupes réglées, un bataillon de troupes d'Ancien Régime. Donc ces soldats, ces unités d'Ancien Régime explosent. Et puis, on a moins de volontaires. Alors il y a la levée en masse en 1793. Donc on va développer le principe de réquisition. Et en 1798, une loi sera votée, c'est la loi Jourdan-Delbrel, qui va poser le principe de la conscription. Sur une armée essentiellement maintenant de conscrits, vers 1804, 1805, 1806, mais on s'est éloigné de la société civile. Et puis on sert longtemps, on sert minimum 4 ans, mais beaucoup plus parfois, 10 ans, 15 ans. Alors on a un phénomène de professionnalisation. Je rejetais d'abord cette proposition de partir à la place d'un autre, mais les deux femmes me rétorquèrent que ma sœur paraissait atteinte d'une maladie grave, que ma mère était sans ressources, et que les laisser toutes les deux dans le besoin pour satisfaire un amour-propre déplacé était une action indigne d'un bon fils.
Elles ajoutèrent qu'il n'est pas moins honorable de nourrir une mère et une sœur infirmes que de verser son sang pour son pays. Nous convînmes que la pension serait d'1 franc par jour à ma mère tant que je resterais au service, et qu'on lui donnerait 500 francs pour payer ses dettes, et pareille somme si je venais à être tué. Cet accord fut réglé à l'insu de ma mère, car elle n'aurait jamais consenti à une semblable transaction. Sous l'Empire, dans cette mairie de Villers-Cotterêts qui nous accueille aujourd'hui, il y avait, comme dans la plupart des mairies de France à l'époque, quelques objets essentiels. Le Code civil, les poids et mesures, et les Français avaient bien du mal à se mettre dans la tête le changement de poids et de mesures, on comptait encore bien souvent en pieds, en pouces et en lignes, le drapeau, bien sûr, enfin la toise, qui servait pour la conscription. Les conscrits arrivaient dans une salle qui ressemblait parfois à celle-ci, et dans cette salle, on commençait à toiser les conscrits. La toise, généralement, avait 2 inscriptions. Une inscription qui s'arrêtait à 1,48 m, une autre à 1,54 m. Au-dessous de 1,48 m, l'homme n'était pas bon pour le service. Il était incapable de porter le fusil qui faisait 1,51 m. Entre 1,48 m et 1,54 m, ça se discutait. Et il était petit, certes, mais enfin, s'il était de bonne constitution, on pouvait toujours l'envoyer au charroi ou pour pousser un canon. Alors commençait, parmi ceux qui étaient retenus, le tirage au sort. Car on n'avait pas besoin de tous les mobilisables. Dans l'Empire, on calcule que la mobilisation a dû toucher 7% de la population et environ 32% des mobilisables. Après, non, ils sont là. Bonsoir. Alors, voyons ici. Qu'est-ce que j'ai ? Et aux cérémonies de la mise en place de l'association historique de la gendarmerie à Paris, avec les réservistes. Là, ici, c'est Coudekerque-Branche. C'est les Anglais, oui, la grande bataille. Le tirage au sort étant effectué, déjà s'engageaient les contrats de remplacement. Car si les Français étaient tous égaux devant la conscription, ceux qui étaient riches pouvaient acheter un remplaçant. Les prix variaient beaucoup. Au début du consulat et de l'Empire, dans la plupart des départements, avec 1 millier de francs, ce qui était déjà énorme, on pouvait s'acheter un remplaçant. Est inutile de vous dire que seul, précisément, le fils de famille peut se payer un remplaçant. Le pauvre ne peut pas. Il y a aussi des fils de bourgeois qui partent, parce que certains sont attirés par l'uniforme, bien le prestige de l'uniforme, le prestige de la gloire napoléonienne. Mais pour la plupart, ce sont les fils de pauvres qui sont allés conquérir l'Europe derrière Napoléon.
jeunes conscrits vont donc venir se présenter à ce conseil de recrutement, faire valoir d'abord que certains d'entre eux n'ont pas à partir. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés. Ils vont le prouver en regardant à nouveau ces registres, apporter des attestations. Inutile de vous dire que c'était le bon moyen pour ne pas partir à l'armée que d'être marié, puisque cela vous en dispensait, et qu'il y a eu durant cette période une course effrénée à la vieille fille, et à tel point même que les préfets ont été obligés d'y mettre le holà. Mais il y a combien d'autres moyens de ne pas partir à l'armée en se donnant malade? Alors, le coup le plus classique, c'est la carie dentaire. On a demandé, là encore, aux sorciers du village d'avoir un onguent, on l'a répandu sur ses dents, les dents sont cariées, certaines sont tombées. Impossible, donc, de déchirer la cartouche qui contient la poudre et qui sert à être versée dans le canon du fusil et donc à servir dans l'armée. Faute dedans, vous ne pouvez pas être soldat. Le jour de mon départ, le 28 avril 1800, je m'arrachais de bon matin des bras de ma mère et de ma sœur, qui fondaient en larmes, et, le cœur oppressé, la voix éteinte, je sortis précipitamment. Me voilà sur la route, portant un petit havresac sur le dos, et ayant l'air, vu ma taille et ma figure, de n'avoir pas plus de 15 ans. De temps en temps, je me retournais avec émotion vers la ville qui renfermait ma mère désolée et ma sœur que je ne devais plus revoir. Alors, dans certaines communes de France, en Bretagne notamment, on voit toute la communauté rassemblée, les accompagner jusqu'à la dernière haie qui borne la commune, qui borne la paroisse. Et là, le prêtre, devant un cercueil ouvert, ayant dit le De Profundis, voit les jeunes gens, les uns après les autres, se couper les cheveux. On les porte longs à cette époque-là, dans cette région de France, se couper les cheveux et jeter leurs cheveux à l'intérieur du cercueil. Partir, c'est mourir déjà. Le bataillon dans lequel j'entrais était composé d'une centaine de conscrits en habits bourgeois et d'environ 300 soldats vêtus de vieux effets militaires de différentes couleurs. Les conscrits finissent par aborder la caserne, par aborder alors le régiment, et là apprendre le métier des armes. Et c'est toute une vie très dure aussi qui commence pour eux. Une vie dure parce qu'il va falloir s'acclimater à la caserne, à la culture de la société militaire. Et c'est dur de s'adapter, parce que c'est immédiatement les brimades. Très souvent, à la caserne ou au régiment, quand le régiment est déjà en marche et qu'on le rejoint en marche, il y a ce qu'on appelle les crânes. Les crânes sont des soldats, vieux de métier, de vétérans, qui sont là pour provoquer le jeune, pour l'amener à voir un peu s'il a du ressort, s'il est capable véritablement d'être par la suite un homme énergique et courageux. Alors on le provoque, jusqu'à ce que, à la fin, le jeune conscrit donne rendez-vous au crâne derrière le mur de la caserne ou derrière la tente, là dans la forêt d'à côté. On va régler ça, gentiment, au sabre de cavalerie ou à l'épée ou bien encore à la baïonnette. On se bat. Et c'est aussi le moyen de montrer que l'on est un homme qui, au moment du combat, sera capable d'actes de courage, mais aussi de solidarité. On a ainsi tâté le conscrit. Vous êtes de la garde maintenant. Lorsque vous présentez les armes, imaginez-vous que l'empereur est devant vous. Donc je veux voir de la détermination encore, de la précision, de la concentration. Bien. Chanoine, te voilà maintenant chez nous depuis un certain temps. Ton instruction est déjà bien avancée. On va faire une petite évaluation. Ensuite, on tombe entre les mains du sergent. Très bien. Et alors, le sergent est assez brutal. Peloton, regarde, Parce que la peloton. guerre tient de la gymnastique et du ballet.
Il faut absolument inscrire dans le corps du soldat le port qu'il doit avoir, savoir se tenir droit. Ce qui n'est pas très simple pour un individu à la campagne habitué à se baisser vers le sol, à le piocher, à le labourer, et qui ont bien souvent le corps pour cela même quelque peu tordu. Se tenir droit. Se tenir droit et ensuite savoir marcher. Savoir marcher au pas de marche, 70-76 pas à la minute, au pas aussi de charge, 100 pas à la minute. Ton instruction est pour ainsi dire terminée? Me voici donc au terme d'un nouveau voyage assez long et qui, malgré la belle saison et le beau temps, n'a pas cessé d'être pénible sous plus d'un rapport. Ma santé, par bonheur, a résisté à ces épreuves multipliées. J'étais arrivé ici sous la livrée d'une misère dont vous vous feriez difficilement l'idée, mais cette misère a déjà disparu en partie. Bientôt, il n'en restera plus que l'honorable souvenir. Rentrés en France dans le dénuement le plus complet, nous espérions recevoir quelques effets d'habillement, mais le peu qui s'en trouvait dans les magasins à l'avènement du consulat avait été absorbé par l'équipement de la nouvelle armée d'Italie. Il fallut faire à la patrie ce dernier sacrifice, traverser notre propre pays sans linge ni chaussures. Nous sommes dans une de ces forêts où les troupes de la Grande Armée ont livré leur dernier combat avant la première abdication de Napoléon en 1814. Grande Armée. Origine régionale, il y a de tout. Le basque se rencontre avec le cévenol avec le lorrain avec le ch'ti du Nord. Et origine régionale aussi d'autant plus diverse que vous avez encore dans cette armée quelques hommes de couleur qui, ayant formé un bataillon et un régiment même, commandé par le général Dumas, à guerroyer, dès 1793, dès 1792 même, pour la plus grande gloire de la France. Dans la stratégie napoléonienne, l'important c'est de surprendre l'ennemi et donc aller vite. Et cette rapidité vient d'abord et avant tout du soldat. Le soldat doit marcher, quand bien même il n'en peut plus. On a des récits de grognards, de vétérans, qui nous disent qu'ils marchaient par peloton, se tenant les coudes les uns les autres, le plus serré possible, parce qu'ils dormaient. Et parfois, il y en avait un d'entre eux qui s'effondrait sur le chemin, et le sergent avait bon prendre son briquet, le petit sabre courbe qu'il avait, et lui battre les flancs. L'homme dormait, ne pouvait plus se réveiller. Marche qui naturellement amène des fractures innombrables. La fracture du soldat d'infanterie est bien connue. Alors on se repose bien sûr quand même de temps en temps. Et au moment où le repos a lieu, s'organise alors le bivouac. Sitôt que les régiments étaient arrivés à la position désignée par le général, on plaçait des postes et on formait les faisceaux. Puis, une partie des soldats se débandait et allait chercher dans les fermes et villages voisins de la paille, du bois et des comestibles. Ceux qui restaient au bivouac coupaient des branches d'arbres, les plantaient en terre
et construisaient des abris plus ou moins grands, plus ou moins couverts, selon le temps qu'il faisait et selon le nombre d'hommes qu'ils devaient contenir. Ces abris étaient ronds et garnis de paille. Le feu était au milieu et l'entrée du côté opposé au vent. Quand tout le monde était couché, les cuisiniers entretenaient le feu et veillaient à ce qu'il ne prît pas à la paille. Les rations étaient rarement complètes. Si les maraudeurs rapportaient des vivres, on les mangeait en commun, à moins qu'ils ne fussent en trop petite quantité. Mais bien souvent, ils ne trouvaient rien, soit qu'il n'y eût pas d'habitation dans les environs, soit que les paysans eussent soigneusement caché leurs provisions ou qu'ils eussent déjà été pillés par d'autres troupes. Ripincelle, la nourriture. La nourriture et aussi la boisson. Et c'est un des drames de l'armée. Déjà, même dans les armées de l'Ancien Régime et de la Révolution, l'alcool. L'alcool, on arrive à donner à certains jusqu'à un verre par jour et au moment des batailles un peu plus. Si bien qu'il y a un véritable alcoolisme qui se développe à l'intérieur de l'armée. Et être en gaieté avec la bouteille, c'est aussi un des termes que l'on emploie assez souvent dans cette armée. Puis aussi, il y a les femmes. Les femmes qui sont le fléau de l'armée. Pourquoi ? Parce que ces femmes, parce que ces prostituées amènent naturellement un peu d'indiscipline à l'intérieur du bivouac, amènent aussi chez les hommes des maladies vénériennes. Le coup de pied de Vénus, quel est le soldat qui n'a pas eu le coup de pied de Vénus ? Sans parler aussi de la syphilis. Toutes choses qui sont plus ou moins bien soignées avec des médicaments à base de mercure. Nous reçûmes l'ordre de partir pour le camp de Boulogne, pour y faire partie de l'armée destinée à être jetée sur les côtes d'Angleterre. Après avoir reçu les effets nécessaires pour un embarquement, passé et repassé plusieurs revues, plus fatigantes que des journées de marche par leur longueur et leur minutie, nous étions enfin sac au dos et déjà hors de l'enceinte de l'école militaire. On n'attendait plus que le général pour faire par le flanc droit, marcher en avant et crier « Vive la gloire !» Mais ce fut tout le contraire. Un courrier extraordinaire arriva de Boulogne, porteur d'un ordre de l'empereur. Nous fîmes par le flanc gauche et rentrâmes dans nos chambres, avec injonction de ne pas s'absenter et de se tenir prêt pour une nouvelle destination. Alors ce ne fut, pendant une quinzaine, qu'inspections, revues, manœuvres. On aurait dit que nos chefs avaient pris à tâche de nous harasser pour nous faire désirer d'entrer en campagne. Aussi était-ce le cri de tout le monde. Regarde Big, ce sont quelques boutons découverts sur les sols des baraques. Ce sont des boutons d'uniforme, timbrés d'un 6, inscrits dans un corps de chasse. Ce sont les boutons du 6e régiment d'infanterie légère qui était campé à Étaples, au camp du Puy-d'Amour. Une première équipe est venue en décembre 2003, réaliser en fait des sondages de longues tranchées sur des parcelles agricoles. Et dans ces tranchées, les archéologues ont découvert les vestiges très discrets de petites constructions en creux. Et dans ces constructions, quelques objets, des boutons notamment, d'uniformes et des monnaies qui ont rapidement permis de situer les découvertes, de les dater, de comprendre qu'effectivement les archéologues avaient découvert un baraquement du camp du Puy-d'Amour. À part la culotte qui change, parce que là c'est encore...
Ça, c'est vraiment la ligne. Nous, c'est les culottes bleues, bleu marine. Ça correspond pas le col, hein? Pourtant, c'était bien le col. Oui. Donc, demain matin, on s'en va à 6 heures. Aïe, maman, tu me piques! Allez, enlève ça. Oui, excuse-moi. On avait dit 5 heures. Oui, oui, je me l'ai fait. D'habitude, on est en retard. Je fais que ça, je fais que ça. Qu'est-ce que c'est pour finir? C'est la soupe. Ah ouais, c'est bon, c'est bien. J'étais petit, moi j'en ai sous la machette. Oui, c'est vrai, c'est un de bretonne et sa marraine, et ah, que son entretien est, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime rire, elle aime boire. Nous partîmes de Paris, tous satisfaits d'entrer en campagne plutôt que d'aller à Boulogne. Moi surtout, qui ne désirais que guerre. J'étais jeune, plein de santé, de courage, et je croyais que c'était plus que suffisant pour lutter contre tous les maux possibles. J'étais en outre rompu à la marche, tout s'accordait pour me faire envisager une campagne comme une promenade, où, malgré qu'on y perdît tête, bras et jambes, on devait trouver du délassement. Je désirais, en outre, voir du pays, le siège d'une place forte, un champ de bataille. Je raisonnais alors comme un enfant. Et, au moment où je jette ceci sur le papier, l'ennui qui me consume dans mon cantonnement et 4 mois de course, de fatigue, de misère, m'ont prouvé que rien n'est plus affreux, plus triste que la guerre. Ils sont partis hier, ils sont déjà là. Pour retrouver le tissu qui corresponde le plus possible à ce qui était fait à l'époque. C'est pas évident. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la Canarie! Vient le jour de la bataille. Alors il y a des choses que les soldats ne savent pas et ne verront jamais. C'est Napoléon et Berthier, son chef d'état-major, qui sont à l'intérieur de leur quartier général, qui regardent les cartes, qui inspectent le terrain et qui cherchent le lieu de la bataille, véritablement l'endroit où il va falloir attirer l'adversaire, presque le prendre au piège pour le battre. Alors ça, la plupart du temps, le soldat ne le sait pas. Ce qu'il sait, c'est comment la bataille va se dérouler dans ces grandes lignes. Prenez la cartouche, déchirez. La cartouche. Fermez. Fascinez. L'arme. À gauche. Cartouche. Dans le canon. Tirez. Baguette. Bourrez. Portez vos armes.
faites peloton. Premier rang. Genoux. Le feu, la nappe de feu. Il va falloir rester statique, silencieux, avec son sang-froid, devant un adversaire qui parfois est à 140 mètres de vous. La portée utile d'un fusil, c'est ça, à peu près. Et qui déverse, bien entendu, sur vous les balles de ses fusils, les boulets de ses canons. Et parfois, la nappe de feu est prodigieuse. Songez que, dans ces guerres déjà modernes, l'artillerie joue un rôle considérable. À Leipzig, vous avez 1500 canons du côté des Français et plus du côté de l'adversaire. En une seule journée, 90 000 et même plus de 90 000 boulets vont être déversés sur le champ de bataille, rien que du côté français, à tel point qu'on n'en a plus, qu'on est obligé de les ramasser et qu'on les paye 2 sous à chaque soldat qui les ramasse pour pouvoir recharger l'artillerie. Nappe de feu. Et alors naturellement, non seulement il y a ce bruit si caractéristique du boulet qui arrive vers vous, ça tient au gazouillis de l'oiseau, dit Goethe, et en même temps, il y a une chaleur qui vous enveloppe complètement. Et puis alors, il y a aussi ce boulet qui ricoche sur le sol et qui crée à l'intérieur des lignes françaises et tiré devant l'adversaire plus de blessés et de morts qu'on aurait pu en escompter d'un simple boulet tiré. Si l'artillerie a bien préparé le terrain, si la cavalerie lourde a réussi à créer une brèche à l'intérieur des lignes adverses, alors en avant, en colonne. Et les colonnes se forment, avec baïonnette au canon, on fonce sur l'adversaire. Et là, ça va être véritablement le combat au corps à corps, homme à homme. Celui qui gagne, c'est celui qui est capable le premier d'éventrer, le premier de couper, le premier de trancher dans les chairs vives, le sang qui coule. Et c'est cela. C'est cela aussi la bataille. Nous restâmes jusqu'à midi sur le champ de bataille, que nous quittâmes pour continuer notre mouvement vers la ville. On se battit toute la matinée à coups de canon. Dans un moment de relâche, où la troupe n'était pas sous les armes, je me chauffais près d'un feu du bivouac, où je faisais cuire quelques pommes de terre, et en attendant, je lisais un journal que j'avais trouvé sur le champ de bataille. Un boulet vint me tirer des réflexions que cette lecture faisait naître, et m'enlever le frugal déjeuner que je convoitais avec une espèce de sensualité. Ce maudit boulet, après avoir emporté la tête d'un chef de bataillon d'artillerie qui était appuyé contre un arbre, vint ricocher au milieu de mon feu, m'enleva mes pommes de terre et me couvrit de charbons ardents et de cendres. Un voltigeur qui se trouvait en face de moi eut le même désagrément et le même bonheur. Ce fut un coup bien heureux pour nous, car si nous avions été placés différemment l'un et l'autre, nous étions coupés en deux. Bien sûr, le lendemain, il y a la gloire, il y a les tédéums à l'intérieur des églises, il y a les fêtes, il y a l'entrée triomphale à l'intérieur des villes. Mais à côté de cela, il y a le prix de la gloire. Le prix de la gloire, c'est les morts et les blessés. Les estimations tournent autour de 800 000 à 900 000 morts ou disparus. Donc, il y a là des hécatombes. Et une hécatombe qui est encore plus grande du fait de l'insalubrité des hôpitaux. On meurt plus à l'hôpital que sur le champ de bataille. On peut prendre le... C'est pas un cimetière normal, ça. Non, non, là, on est vraiment devant
devant des résultats. Alors, bon, pour l'instant, c'est des résultats de terrain, d'observation qu'on a pu faire au moment de la fouille, mais plus que très majoritairement, on a affaire à des hommes. Il y a dans la zone de Plotassun, donc on a fouillé 3 femmes seulement, et très majoritairement, il s'agit aussi d'hommes jeunes, voire très jeunes, des gens qui sont morts entre 18 et 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout est prêt finalement pour que la ville de Vilnius puisse accueillir les soldats qui font retraite depuis septembre en venant de Moscou. Mais plusieurs problèmes se posent. D'une part, la garnison de Vilnius, qui reste en poste pendant tout l'été et l'automne 1812, ne peut pas imaginer que la Grande Armée va revenir dans cet état. La garnison prend peur quand elle voit arriver les premières troupes en retraite, vu leur état, et décide de fermer les entrepôts. Elle ferme même la ville. Si les premiers soldats français arrivent autour du 3 décembre devant Vilnius, au 10 décembre, la retraite de Vilnius est ordonnée, et donc la Grande Armée, ce qui reste de la Grande Armée, se met en route vers Kaunas pour sortir de ce qui est aujourd'hui la Lituanie et rentrer donc en Prusse. Et là, il y a fort à parier que l'épuisement des troupes est tel que beaucoup de soldats ont dit ça suffit, on ne peut plus avancer, et ont préféré finalement rester là, mourir là, plutôt que de mourir sur le chemin dans des souffrances physiques plus importantes. Le matin du 9 décembre 1812, nous partîmes pour Vilnius, par moins de 28 degrés. Nous étions 10 000 hommes, à peine 2000 arrivèrent à l'entrée de la ville. Le reste fut décimé dans cette terrible journée. L'espoir d'arriver dans quelques heures à Vilnius, où nous devions avoir des vivres en abondance, m'avait rendu des forces. Ou plutôt, comme beaucoup de mes camarades, je faisais, pour arriver, des efforts surnaturels. Le froid de moins de 28 degrés était au-dessus de tout ce que l'on pouvait supporter. Je me sentais défaillir, il semblait que nous marchions au milieu d'une atmosphère de glace. Je n'avais plus de respiration, des glaces s'étaient formées dans mon nez, mes lèvres se collaient, mes yeux, éblouis par la neige et par la faiblesse, pleuraient, les larmes se gelaient, et je n'y voyais plus. On a eu quand même l'immense joie de combattre 17e léger à l'endroit exact où il y a 200 ans notre régiment était, parce que notre régiment tenait le Santon. Et on a attaqué, situé à l'époque, le 17e a attaqué au même endroit. Au même endroit, oui. Donc ça c'était impeccable pour nous. Mais après la bataille, on l'a fait contre des carrés russes qu'on a enfoncé à la baïonnette. Mais on savait c'était sympa. Et 13 heures dehors, en dessous de zéro. Donc là, c'est éprouvant. Et la marche dans la neige, je sais pas ce que tu as fait, mais pour marcher dans la neige, ça c'est fatigant. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on fait exactement? Et puis c'est la cérémonie donc, autour du monument de la paix, ce monument qu'ils ont mis donc, sur le plateau de Pratzen, à la mémoire de tous les morts d'Austerlitz. C'est un recueillement pour symboliser la fraternité de tous les peuples de l'Europe. C'est tous les 10 ans où ils font... Non, chaque année ils font quelque chose, mais il y a 10 ans c'était son 95e anniversaire, donc c'était un peu plus important. Si, chaque année ils font quelque chose. Vas-y. Reposez-vous sur vos armes. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Подай, Господи, Твоих, благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа.
Maximala Friedberga. Jednoduchý vzpomínkový věneček, aby viděli, že se považujeme za jejich následníky. Baterie, pozor! Tři! Nous aperçûmes les clochers de Vilnius, on se jeta en confusion dans le faubourg. En y rentrant, j'aperçus à la porte d'une maison un de mes amis étendu mort. Beaucoup d'autres tombèrent en arrivant, d'épuisement et de froid. Le faubourg était déjà parsemé de cadavres. 1 heure après, j'entrai en ville afin de voir si je ne trouvais pas de pain et d'eau de vie à acheter. Mais presque partout, les portes étaient fermées. Les habitants, quoique nos amis, avaient été épouvantés en nous voyant l'air fou et imbécile. Des enragés couraient en frappant à toutes les portes des maisons et des magasins. On ne voulait rien nous donner, parce que les fournisseurs voulaient que tout se fît en ordre, chose impossible, puisque l'ordre n'existait plus. Il y avait plus de morts dans les rues de Vilnius que ce qu'il y avait d'habitants vivants dans les maisons. Et donc une des inquiétudes de Kutuzov, c'était d'éviter les épidémies parce que les cadavres, c'était pas tout à fait idéal. Puis en plus, il y avait un spectacle absolument apocalyptique, il fallait régler le problème. De façon pratique, ils ont essayé initialement de faire une crémation qui permettait aussi de prévenir des phénomènes épidémiques. Mais pour brûler des corps congelés dans cette quantité, il aurait fallu un brasier. Ils ne pouvaient pas creuser la terre, c'était ça le problème. Il va à moins 30, la terre c'est trop dur, c'est impossible. Mais ils ont eu l'idée de récupérer des fosses qui étaient des fortifications qui avaient été établies par la Grande Armée. Et en collaboration avec nos collègues microbiologistes, on a pu ramener des échantillons de tissus d'uniformes, des échantillons donc aussi de dents, et ils ont pu travailler sur les tissus d'uniformes et notamment sur les restes de chemises et des squelettes de poux. Dans ces restes de poux et dans la pulpe dentaire, qui est une espèce de résidu qui reste protégé de l'extérieur, c'est du sang séché, eh bien ils ont pu identifier la bactérie du typhus et aussi une autre bactérie qui donne la fièvre des tranchées qu'on connaissait historiquement que pendant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, ça existait aussi dans les armées napoléoniennes un siècle avant. Ça, c'est des détails qu'on va rentrer, comme l'a dit Norbert. Il y a autre chose qui va se passer, on va en parler encore demain matin. On va carrément faire un chamboulement dans notre organisation au niveau des grades, au niveau de tout. C'est surtout, si tu veux, au niveau des grands événements. Voilà, oui. Où c'est vrai que les directives du haut commandement étaient floues. Et il n'y avait pas d'estafette qui disaient attaquer à gauche ou à droite, on ne savait pas où aller en fait. Hein. Nous, on préférait rester avec notre groupe. J'ai été très heureux d'aller à Austerlitz, hein, comme nous tous. Hein. La seule chose que je regrette, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, on porte une tenue, même si c'est de la reconstitution. Le fait de porter cette tenue, c'est un honneur, dans un certain sens. Hein. Comme vous disiez, nos ancêtres sont battus là-bas, on fait une grande victoire pour la France. Et le fait d'être grenadier dans la guerre, je pense que c'est quand même un honneur, et on doit montrer l'exemple. Donc même en tant que reconstituteur, certains d'entre nous, malheureusement, ont une tendance des fois à... Moi, quand j'ai intégré votre association, c'est justement la garde pour moi, c'était quand même l'élite à l'époque. Donc j'espérais, et j'espère toujours, et je pense que ça va le devenir, qu'on reste le symbole de cette armée impériale. Dans ce sujet-là, en fait, à Austerlitz, on a remarqué qu'on n'était pas du tout organisé comme un régiment, parce que même si, comme il dit, c'est pas du militarisme qu'on veut faire, on n'est pas habillé dans un costume de carnaval, on a un uniforme militaire, donc on doit quand même être un petit peu militariste. En fait, ce qui s'est passé, que pour les régiments de ligne ou l'artillerie ou la garde, à pied ou à cheval, c'est qu'il a manqué un commandement unique. Première erreur dans le commandement, on nous a fait enlever la baïonnette. Nous étions le seul groupe
Je l'ai regardé, on peut vérifier les photos. On était les seuls où la cavalerie a su pénétrer parce qu'on n'avait pas les baïonnettes. Et ces Russes, et ces gars tchèques qui étaient sur des chevaux, ils n'en avaient pas peur de nous. J'ai foutu des coups de crosse dans le cheval, il n'en avait rien à faire. Hein. C'était un gars il voulait traverser le carré, il a traversé. On a parlé du problème à Austerlitz de la garde qui n'était pas unie. On a préparé Austerlitz pendant des mois, voire des années pour certains. Maintenant, après tous les bicentenaires qui sont importants, le gros bazar, ça va être Waterloo. Ce n'est pas par vanité ou pour faire parler de moi que j'ai écrit mes mémoires. J'ai seulement voulu rappeler le souvenir de cette gigantesque campagne qui nous fut si funeste et des soldats, mes concitoyens, qui l'ont faite avec moi. Leurs rangs, hélas, s'éclaircissent tous les jours. Les faits que j'ai racontés paraîtront incroyables et parfois invraisemblables, mais qu'on ne s'imagine pas que j'ajoute quelque chose qui ne soit vrai et que je veuille embellir mon récit pour le rendre intéressant. Au contraire, je prie de croire que je ne dis pas tout. Cela me serait impossible, car j'ai peine à y croire moi-même. Cependant, tout cela a été mis en note sous le coup de l'impression et de l'effet que produisent dans le cœur la vue et la participation à pareil désastre. Papa, qu'est-ce que c'est là-bas? Là, c'est ce qu'on appelle un carré. Donc ça servait à protéger d'une part le drapeau. Hein, on voit le drapeau anglais là-bas. Et puis les officiers, bien sûr, et les musiciens, les tambours. Parce que les tambours, ça faisait office de messager, quoi. Parce qu'avec le bruit des canons, des fusils, ils n'entendaient pas les ordres. Donc ça fonctionnait au tambour, quoi. Là, il y en a encore un beau carré, tu vois. Ouais. Alors l'officier au milieu. Là, les cuirassiers qui attaquent. Pour essayer de casser.